Hey, dans les couloirs de Cannes, il y a aussi des endroits où il y a des espaces pro. C'est les endroits où juste la presse et les professionnels peuvent aller voir les jeux qu'il y a. Et là, justement, j'allais rentrer chez Yellow, mais je vais pas y aller tout seul. Je suis avec Johan et Camille. Non, la caméra nous lâche! Au festival des jeux de Cannes, 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 Cannes. Au festival des jeux de Cannes, 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 Cannes. Cannes, c'est aussi l'occasion de mettre ces jeux en avant d'une manière un petit peu étonnante et thématique, comme par exemple avec Chakra, qui vous propose plusieurs thèmes autour du fait d'ouvrir ses chakras, de se détendre, d'être bien dans son corps, mais aussi dans son esprit. En tout cas, du côté de chez Gameflow, on semble bien apprécier les jeux de chez Blam. Je suis en plein milieu de l'espace Yellow et je suis tombé sur Ludovic Papaïs pour poser quelques petites questions. Je suis passé devant un jeu qui est un jeu de Rob Davio chez Restoration Games. Restoration Games, ce que je disais, on les connaît pour remettre en avant des jeux qui existent déjà. C'est un jeu qui existait déjà, ça, ou non? C'est Unmatched. Alors, c'est un jeu de baston où on va se bastonner, sauf qu'on va jouer soit Simbad, soit Robin des Bois, soit le Yeti. C'est pas le Yeti, c'est une sorte de Yeti. Il y avait Bigfoot, ouais, en face de Robin des Bois. On va se battre sur un plateau et le but c'est de tataner l'autre tout bêtement, mais complètement asymétrique. On a vu sur 2-3 jeux ce Super Playground Tokyo, si je dis pas de bêtises, édition limitée. Le logo Yellow Expert, d'où ça vient? Quelle est l'envie derrière? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Donc Yellow Expert est né du fait que Korra, c'est un jeu japonais qu'on a testé, qu'on a adoré. Qu'on a fait plein de parties, qu'on a rejoué, mais on se disait ouais, mais c'est pas du Yellow en fait. On s'est dit ça serait cool peut-être de dire ça c'est un Yellow, mais c'est pas un jeu familial quoi. Puis on a eu des localisations plus joueurs, comme l'antre du roi de la montagne. Puis j'ai vu le King's Dilemma qui arrive aussi en VF, qui met l'eau à la bouche. On a le King's Dilemma aussi, et on s'est dit ça serait bien que le public, s'ils achètent Flying Goblin, ils se disent pas je vais acheter l'antre du roi de la montagne parce que je vais aimer aussi quoi. On a enlevé les enfants avec Loki, là on enlève avec Yellow Expert, donc on recentre un peu plus Yellow sur la famille. Donc c'est pour une meilleure visibilité pour tout le monde en fait, même pour nous dans le discours, c'est plus facile. Se promener dans les couloirs de Cannes, c'est aussi l'occasion de croiser des personnalités qui viennent d'outre-espace et d'outre-temps, comme par exemple les héros de Cowboy Bebop. Alors dis-moi un petit peu, ça te fait quoi de la voir là? Ça te fait quoi de la voir en pain? Ça pète quand même. Hein. Ouais. Puis les retours, savoir du coup que le premier tirage est déjà épuisé. Comment on se sent quand on pilote un vaisseau comme celui-là? Eh ben écoute, ça fait bien plaisir. J'avais espoir parce que du coup la licence c'est voilà, hein, il y a des gens comme toi, mais du coup ça met la pression aussi. Parce que du coup il y a beaucoup d'attentes et les jeux à licence souvent il y a de l'attente un peu avec un a priori un peu négatif. Moi le premier hein. Et là pour l'instant les retours sont très très bons, donc je croise les doigts et j'espère que ça va continuer quoi. On avait un jeu de deck building à la base quand on a signé. Une fois qu'on a eu la licence Cowboy Bebop, parce que c'était pas forcément sûr que ce soit celle-là, c'était un deck building de chasseur de primes, donc on est quand même très très proche. Hein. Ça va, voilà. Tu partais bien. Le saloon est devenu Mars, la Terre, la banque est devenue la Terre, et tu vois, c'était. On a essayé de retranscrire. Pour moi, le plus important, c'était l'esprit de la série, c'est-à-dire le côté collaboratif, mais pas trop. Donc chacun se déplace personnellement, chacun a ses ressources, chacun a sa thune. C'est le côté où, tu sais, dans le deck building, tu commences et t'as tout ton argent, t'achètes tes cartes et puis à la fin du tour, t'as plus d'argent. C'est pareil que dans la série en fait, puisqu'à la fin de chaque épisode, ils touchent une prime et au début du suivant, ils ont plus rien à bouffer. Il y a de la suite dans les idées du coup, vu ce beau décollage. Eh ben écoute, il paraît, je viens d'apprendre ça il y a 2 secondes avec toi, donc c'est un peu... Je suis un peu pris de court, mais ouais, on va commencer à réfléchir à une extension. D'ailleurs, Johan, si tu nous écoutes, t'es pas encore au courant, mais... Je suis du côté du Blue Corner de Blue Cocker. Oui, et elle se manifeste. Je suis avec la machine à sous de Welcome to New Las Vegas, avec ma petite pièce Blue Cocker. Je vais la glisser. Et sous vos yeux, Bobby, je vais gagner quelque chose. Mais heureusement, il y a d'autres choses. Bonjour.
quoi. T'es sûr? C'est définitif là, on l'a. C'est définitif. Ouais, c'est définitif. Tu regretteras pas? Moi je regarderai pas. Bon, on va en faire ça. Vas-y, On a quelque chose à vous dire. On a fait quelque chose tous les deux. Oui, tous les deux, on a fait un truc vraiment super sympa. Vous connaissez La Petite Mort, monsieur? Ouais, ça a l'air sympa, non? Ouais, ça a l'air sympa. J'ai joué, moi ça m'a plu. Hein. Ouais, c'est clair. Moi j'ai joué à Welcome hier. Un truc. Hier, t'as joué hier, toi? Ouais. Non, mais j'y crois pas, quoi. Eh oui, monsieur. Bon. Eh oui, monsieur. Bon, C'est moi du qui coup, avais le proto. Du coup, on leur dit. Allez, on leur dit. Tu l'as? Non. Superbe. Voilà. Une chose assez rare dans le milieu du jeu. C'est pas de mon côté. Sérieux? On a fait un crossover. Donc c'est à la fois une extension pour Welcome et à la fois une extension pour La Petite Mort. On peut pas jouer à Welcome et La Petite Mort en même temps. Donc voilà, donc on joue indépendamment avec l'un. Mais dans la ville de Welcome to La Petite Mort, on pourra jouer à La Petite Mort et se balader avec nos petits meeples La Petite Mort. Voilà, donc voilà. Et donc... Oui, ça va. J'ai pas joué au jeu encore, les deux mélangés, donc je peux rien dire. À part le fait que j'ai joué aux deux jeux et que j'aime plutôt les deux jeux, donc a priori ça va faire un bon jeu. Quand tu mélanges deux choses bonnes, normalement ça fait un truc bon. Oui. Oui. Bonus rab. Non, décidément, t'es un loser. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas possible. Se promener dans les... J'ai un problème de câble. Se promener... C'est aussi l'occasion de prendre un peu l'air et d'aller se poser sur des stands que l'on aime bien et prendre un petit peu la température et les infos de jeux que l'on aime bien. Et nous sommes assis autour d'un jeu de Turbulence, parce que Turbulence continue d'être montré à travers les festivals, est en cours de fabrication, et Turbulence continue d'être peaufiné, inventé, amélioré, agrandi, on pourrait le dire un petit peu comme ça. Ça en est où? Qu'est-ce qui est en train de se préparer à droite à gauche? L'année dernière, on a présenté le jeu de base. Le mode expert a été mis au point au mois de mai, sur un festival aussi. On l'a présenté à Trick Track dans une vidéo très succinctement, il était encore en phase d'équilibrage. Là, on est quasiment au point. On essaye aussi d'intégrer les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire en mode familial et de l'intégrer au fur et à mesure du jeu. Et en fait, ça se passe très bien. Et puis, donc ça, c'est le principal, le mode expert sur le festival de Cannes. On vient aussi présenter en exclusivité quelques goodies et quelques add-ons qui ne sont pas encore visibles. Quelques éléments, d'autres éléments volants qui arriveront bientôt pour ceux qui suivent les petites stories du Kickstarter. J'ai eu l'envie de faire un petit cadeau à tout le monde à Noël parce qu'en fait ce Kickstarter m'a vraiment permis de débloquer des situations parfois complexes avec la société et j'ai envie de remercier tout le monde pour ça et du coup j'ai envoyé un petit Père Noël et donc on écrit des règles pour le Père Noël parce que c'était pas du tout prévu à la base. J'ai vraiment envie de créer une communauté autour de ce matériel là. Du design que je propose et ça marche, les gens sont vraiment impliqués, c'est le côté vraiment on est à l'écoute, on veut faire participer tout le monde, on va certainement et même c'est sûr on va en faire plus que prévu parce qu'on a une énorme demande. On a un petit parachute actuellement qui peut être réservé sur notre site pour avoir un accès anticipé à la prochaine précommande, donc c'est une précommande, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour gérer un petit peu toutes les urgences cette année, sans négliger la production qui prend énormément de place à l'atelier et qui devient un peu l'élément principal en fait de 2020. Les gens sont vraiment très ouverts, ont vraiment envie d'y participer et on est hyper réceptifs à ça, donc c'est tant mieux. Et nous sommes du côté des jeux au plat. L'ambiance commence à monter, le bruit se fait, on cherche une table, c'est normal. Il est bientôt l'heure de manger et ça tombe bien, on va parler cosmopolite, mais pas que. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que le jeu accède à ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire que toute la dimension culturelle, la dimension linguistique ressort, et aussi la qualité du jeu en tant que jeu de société, quoi. Donc on est vraiment très content de voir ça, nous. Nous, on est un laboratoire, donc Dynamique du langage, qui faisons depuis 6 ou 7 ans beaucoup de médiation scientifique. Et du coup, en variant les formes, on s'est dit un jour, pourquoi pas un jeu de société. Et puis du coup, on a très vite rencontré Julien, puisque quelqu'un de l'équipe connaissait Julien. Dès qu'on lui a exposé un peu le projet, il a dit ça ressemble à Florent, donc fais venir Florent. Et du coup, voilà, l'équipe s'est montée comme ça. Et le jeu ne devait pas être édité à la base, ça devait vraiment être un jeu que de sensibilisation. Bien que dès le début, Egidio faisait quand même le forcing pour qu'il existe dès le début pour le grand public. Et puis après, c'est juste la tournure que les choses ont prise et puis la direction que ça a pris que ça devenait évident en fait finalement. Tout s'est fait assez naturellement au final.
Je me rappelle que tu nous avais parlé à Partenay dernier du fait qu'il y a certaines langues qui sont enregistrées là et qui vont probablement disparaître. Ça, c'est très intéressant. Ça en est où? Comment c'est travaillé? Et puis, est-ce qu'il y a des langues qui auraient déjà disparu? Alors, 6 mois, c'est beaucoup trop court, mais... Alors, il y a forcément des langues qui ont disparu. On est sur un rythme d'une langue toutes les 15 jours qui disparaît. Là, les prédictions sont assez mauvaises puisqu'on pense qu'entre 50 et 90% des langues, selon les zones, vont disparaître d'ici la fin d'ici 2100. Quoi. C'est assez beau de se dire qu'elles ont alors une trace, une archive, en tout cas quelque chose qui continue de vivre par une création. Centrer cette idée de langue autour des plats, de la cuisine, et ça, c'est né comment? C'est par quelle envie? On parle de diversité culturelle. La nourriture, c'est quand même ce qui arrive en premier. Enfin, quand on part à droite à gauche, à part la langue, le premier truc auquel on est confronté qui est différent de nos habitudes, c'est quand même ce qu'on mange. Ce qui est génial, en fait, toujours une histoire de ce que j'ai lu il y a pas très longtemps, ce que j'avais pas à l'esprit. Et il y en a plusieurs qui ont dit, mais en fait, votre jeu, c'est un témoignage culturel. On entend des vrais locuteurs dans le jeu. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, dans le jeu, on entend via l'appli des vrais locuteurs, parce que les 60 langues qu'il y a dans le jeu, c'est 60 personnes, dont la plupart sont des locuteurs natifs qui ont été enregistrés dans le monde entier. Parce qu'il y a une collecte de langues avec la création d'une base de données, et la collecte de langues a été faite dans le monde entier. C'est un vrai témoignage, en fait. C'est-à-dire que le Nigidal, quand il va disparaître, resteront malgré tout dans ce jeu, dans les oreilles de milliers de joueurs, les voix d'un des 7 locuteurs de Nigidal qu'il y a actuellement, quoi. Cannes, c'est aussi l'occasion de voir des scènes d'un tragique et d'un poignant. Me voilà sur le stand de Horrible Guild. Oui, les gens de Horrible Guild sont là avec leur touche toute particulière qu'on apprécie beaucoup à l'officine et que j'apprécie aussi beaucoup particulièrement moi-même. Cette petite touche, vous savez, de fantaisie, de fun et d'intelligence derrière les jeux qui les rendent vraiment particuliers, la petite touche Lorenzo Silva. Je suis avec Toy. Toy, bonjour. Bonjour. Ils sont là un petit peu pour montrer leur dernier jeu, montrer des jeux à venir. On va vous en parler dans quelques instants. Et puis un petit peu pour voir les partenaires. Voilà, on va poser quelques petites questions. Toy, qu'est-ce qu'on peut voir chez Horrible Guild sur votre stand? Well, we can say me, of course, and my lovely colleague here. And we brought Similo, especially for our folks in French, available in shops in probably a few weeks. And all the 3 versions will be available. We have Fables, History, and Myth. King's Dilemma will be available from Yellow, as you all should know. We just finished the Unicorn Fever Kickstarter. Vampire Vendetta will be launching the Kickstarter on the 10th of March, and it's a competitive card game set in the vampire universe, and each player will control one clan and try to fight for the control of the city. Il y aura sur le Kickstarter quelques exclusifs comme des sleeves spéciales qui permettront d'avoir un dos sublime travaillé pour, et puis avec un emplacement transparent pour pouvoir voir le logo de Vampire la Mascarade. J'aimerais bien qu'on prenne quelques temps sur Unicorn Fever. Unicorn Fever, c'est la réédition d'Horse Fever. C'est plutôt un reboot qu'un remake. C'est vraiment un nouveau jeu. On a repris l'essence de ce qui faisait Horse Fever, qui est un jeu en plus historique. Donc c'était déjà chez Cranio Création. C'était un jeu de Lorenzo Silva et de Lorenzo Tucci Sorrentino. Remis au goût du jour, retravaillé, remodernisé. On a gardé le côté fun et le côté délirant du jeu de base. Et c'est vraiment dans l'ADN d'Horrible Guild. Oh oui. And also we will have premium special unicorns that are just beautiful. Les figurines que vous voyez là, elles étaient à part sur le Kickstarter. Elles vont arriver en boutique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le jeu pour les prendre. C'est-à-dire qu'elles sont déjà tellement incroyables. Elles reprennent l'art de Giulia Gigini en le mettant en 3 dimensions. C'est un objet à voir, quoi qu'il arrive. It was really a Horrible Guild-ness already, because that's the core of the game. We just improved and shortened some phases of the game a bit and modernized it a bit. We redid all the cards, so bonuses and maluses and all that. The dynamic is the huge part of it, because it's a race and you cannot know the outcome until you see, the unicorns cross the line. Dans les couloirs de Cannes, lorsqu'on se promène, on peut aussi arriver vers des bateaux à quai. Des bateaux qui sont menés par des capitaines de maîtres comme Antoine Boza. Antoine, ça va? Ça va très bien, merci.
Alors dis-moi, j'imagine que tu fais plein de choses à Cannes, mais là où on est en ce moment, on est dans l'espace enfant et on est là pour parler d'un jeu que tu as fait avec ton fils. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Mon Thio, il y a des jours où il n'a pas école et il est à l'atelier avec moi où je bosse avec d'autres auteurs et du coup il joue avec du matériel, il fait ses propres jeux et à un moment il est venu et il voulait que je l'aide à faire un jeu et il avait cette idée de jeu de pirate avec des kraken dans lequel il y avait aussi des zombies au début et des cow-boys. Donc mon boulot ça a été de contrôler les créatifs et de dire alors on va laisser le kraken et les pirates puis les zombies et les cow-boys on verra dans l'extension. C'est vraiment parti d'une idée à lui et donc j'ai essayé après de l'impliquer dans tout le process. Donc il a fait les tests avec moi, on discutait des pouvoirs. Il était capable de me dire sur une partie oh ce pouvoir était vraiment trop fort, il faut qu'on le change et tout. Donc c'était c'est vraiment le fils de son père. Ouais, bah du coup on joue forcément et il me voit faire des tests de proto avec des copains et tout, donc forcément voilà. Il y a vraiment une période où il est passé à autre chose, il avait un peu zappé et à partir du moment où ça commençait à être illustré, où on a vu les figues et tout, là il s'est remis en mode ah oui c'est vrai que ça existe et là il est super impatient de venir voir le jeu et le stand qui est magnifique. Ouais. Maintenant nous sommes sur le côté enfant et famille. Vous allez voir il y a des stands super bien. Là on est sur le stand de chez Spaceco avec Attrape-Rêve. Attrape-Rêve étant le jeu qui a gagné l'As d'or enfant. Et pour l'occasion et du coup on a le droit à avoir un lit, à avoir un grand stand avec des doudous. Un gros, on le voit pas trop mais il y a en haut, tout en haut il y a un gros doudou aussi. Et c'est assez sympa. Du côté des jeux pour enfants, on peut aussi peindre une girafe sans tête. Cannes côté enfant, ce sont aussi des mascottes. Alors, ça fait quoi d'être un Loki? Là, nous avons Alexandre à droit qui est en dédicace. Enfin, surtout là en présentation, pour l'instant je ne l'ai pas vu sortir son stylo. Il présente Shop Shop, qui est un jeu de chat et souris, un jeu de société semi-coopératif. Un joueur contre tous les autres joueurs. Et on a Aurélie qui nous fait une belle démo de la boîte. On va continuer pour vous montrer. Il y a d'autres auteurs qui sont là d'ailleurs. Nous sommes à la table avec Henri Kermarek, l'auteur de Alien Café. Un petit mot Henri? Ben oui, bonjour Sabine. Oui, c'est très bien. On est dans un fast-food intergalactique et là c'est un peu tendu, pas encore, mais ça va le devenir en fait. Voilà. Fun. Aurélie discrètement elle fait ses courses. Donc là on est avec Jonathan Favre-Godal, l'auteur de 3 jeux cette année chez Djeco. Ah oui il a fait fort. On a Space Builder, on a K-Domino et on a Magic School. Vraiment 3 petites pépites. Un petit mot à dire? Je suis content d'être là. J'espère bien. Allez, on s'en tape une. Oui mais il a des mains aussi. Elle l'a pas fait. Oh la lâcheuse. Exot Game, comment ça va? On va très bien. Jurassic World a cartonné sur Kickstarter. Il est maintenant en distribution, en précommande des distributeurs un peu partout dans le monde, notamment au Japon. Il arrive au Japon aussi. Et en Chine, Aftervienne revient directement en magasin. Pas de Kickstarter cette fois. On a pris le parti de se dire si on peut se le permettre, autant éviter. D'une part, on ne voulait pas prendre le risque de remettre en caisse si on n'avait pas besoin de le faire. Et ensuite, parce qu'on voulait baisser le prix. Donc du coup, en augmentant la quantité plus que sur le caisse, pas de kilos plastique, on pouvait se permettre de baisser le prix de la boîte. Donc du coup, voilà, à 75 € en magasin, près de 50 de figurines et tout préparti. Ouais, c'est fin. C'est une belle boîte bien remplie pour 75 €, la vache. C'est une grosse boîte. Mais après, la qualité là aussi, ce qu'on a à cœur, c'est surtout de faire des figurines détaillées et de qualité. Sans compter en plus l'univers, le système de scénario, ça fait un beau bébé qui arrive aussi. Mais après oui, on a quand même travaillé avec la Chine, on n'a pas eu trop le choix pour une quantité autant de figurines. Et là, on va lancer la production dès qu'on a fini celle de Jurassic. Parce qu'on ne peut pas lancer 2 productions en même temps, ça fait beaucoup quand même en gestion. Et on les lancera directement au magasin, également pour Noël, un petit peu avant Noël, pour que les backers qui avaient pledgé, parce qu'ils sont beaucoup à venir nous voir, on l'attend, puissent l'avoir. Donc voilà. Le gameplay va rester tel qu'il est, on va simplifier quelques règles. A priori pour moi sur le gameplay ça allait bien et avec le système de scénario qu'on avait joué, je pense que c'était vraiment immersif et voilà, on va plus développer l'histoire, on va bosser avec des gens du JDR, vraiment que ça va aider. Certains membres de Dead Crow sur les scénarios pour vraiment scénariser en mode jeu de rôle. Et on a d'autres projets aussi qui arrivent derrière mais qui sont plus confidentiels malheureusement.
On a une autre grosse licence qui arrive. Je suis maintenant du côté du stand de Gameflow et je suis avec Clément et Roméo, donc la bonne compagnie pour parler de Gameflow en fait. Ouais, tout à fait. J'aurais été avec Bruno Catala, ça aurait peut-être moins bien marché. La gamme Ma Première Aventure, enfin la collection, comment dire, ça a l'air de vivre et d'évoluer vachement bien. Du coup voilà, 4e tome. Je sais qu'il y en a d'autres dans des cartons, hein. J'ai notamment parlé avec un certain JB de Ravensburger. Je sais que là sur le stand vous faites des dédicaces, vous montrez et tout. Ça, voilà, vous en avez pas mal encore dans les cartons, ça avance bien, vous êtes content? Non, maintenant on est parti sur 2 tomes par an. Donc du coup, voilà, là on en a un pour la fin de l'année qui est en train d'être illustré. Roméo fait la direction artistique en ce moment avec un illustrateur nouveau aussi qui s'appelle Achille. Et on a déjà planifié les 2 de l'année prochaine. Arnaud reviendra à l'illustration et cette fois aussi auteur. Donc il sera auteur-illustrateur. C'est un auteur BD à la base, donc voilà, il a un peu cette fibre aussi de raconter des histoires. Une dernière aventure, enfin une première aventure, le dernier première aventure dans lequel on va se promener en terre ocre, donc un territoire un petit peu inspiration africaine, avec du coup une problématique, il n'y a plus d'eau dans la rivière, et on va en fait remonter le long de la rivière pour essayer de voir un peu quelle est la cause. Pourquoi se fait ça? Ça a été fait un peu différemment des 3 précédents tomes, parce que cette fois-ci, on a une autrice, Mathilde Malburet, qui nous avait aidé déjà sur les précédents en relecture, en correction, choses comme ça, et qui voulait en écrire un. Et du coup, c'est sa sensibilité qui nous a amené dans ce thème. Et on a travaillé ensemble du coup la mécanique pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que le jeu marche bien. Et puis c'est illustré aussi un nouvel illustrateur, Thibaut Kreiber, qui nous a fait un très joli travail. Donc voilà, grosse actu sur Ma Première Aventure. Je vois qu'il y a effectivement toujours l'étape d'Affinity qui est toujours aussi bon. Et donc vous avez des petits trucs que vous sortez un petit peu, voilà, il y a du proto qui traîne. Avec illustration finale, faite par moi-même, faute d'orthographe incluse. Donc quand même, ça travaille bien. Ouais, puis vous prenez des risques de développement et c'est bien, c'est osé. D'Or Dragon d'Or, qui est donc un jeu de Jean-Philippe Sahuc, c'est un jeu avec un dragon dedans. C'est un jeu coopératif pour enfants où on va fouiller dans la boîte pour trouver des objets. Il va y avoir une petite composante de mémoire mais assez légère. Et l'idée c'est qu'au fur et à mesure des manches, on va de plus en plus connaître notre ligne, mais aussi celle des autres, parce que comme c'est coopératif, on va devoir trouver les bons objets, mais aussi dire « Attends, t'avais pas ça toi, tiens, il est passé au voisin, etc. » Le tout dans un temps limité, donc ça va être de la coopération et de la bonne humeur. Ça se trouve que ça arrive après Ma Première Aventure, donc du coup on a l'impression qu'on fait plus que du jeu enfant. Pas spécialement, on verra. Voilà, je pense qu'on se laisse porter. La gamme commence à arriver à l'étranger. D'ailleurs, on vous montre la version japonaise de Ma Première Aventure. Ça a été un moment d'échanger sur l'implantation, etc. Comment ça se passe là-bas. Donc, en plus, ça se passe très bien, donc on est super contents. C'était vraiment très bien comme Cannes. Très sympa. Le public n'est pas encore là, nous avons encore nos voix de Georges Clooney. Le matériel m'a lâché, je suis donc avec mon son de secours. Normalement le son est bien, mais ça pourrait être mieux. Mais au moins vous n'entendrez que nous. Clément et Seb de Catch-Up, comme vous le voyez un petit peu là sur l'écran, ils ont un sacré stand cette année et ils présentent pas mal de choses. Notamment il y a Wild Space, dont on a déjà parlé et qui là est en train de bien se jouer. Dites-nous-en un peu plus, qu'est-ce qu'il y a dans l'extension Conflit de Pharaon qu'on peut jouer à Cannes? Alors du coup dans cette extension tout repose sur ces petites tuiles. Ce sont des petites tuiles qu'on va... Alors il y en a plus qu'une, il y en a une quarantaine en gros dans la boîte. Parce que sinon ça faisait un peu léger l'extension, tu vois. Oh les gars, vous avez encore fait une grosse boîte pour mettre 5 petites tuiles. Dans son écrin, tu sais, tu l'ouvres, c'est comme une demande en mariage. Waouh. Non, il y en aurait une quarantaine. Elles vont arriver sur la roue au début de chaque manche, il va y en avoir à peu près autant que de joueurs. Et en fait tu les places sur la roue, à travers le petit espace qui est là, tu verras la ressource sur laquelle tu l'as placée. Par exemple je le mets sur rouge. Et ça va augmenter le coût d'accès à chaque quartier. Tu vois, genre par exemple, quand ça c'est sur le quartier des artisans, tu vas dire si je veux passer par là, il va falloir que je paye la rouge, plus la noire, plus la jaune. Quand tu la résous, cette tuile, ce conflit, tu la prends et à la fin, tu as un scoring de fin de partie, notamment qui va te faire un point sur la collection, plus t'en as, plus ça score. Et aussi, tu vas avoir, là j'ai pas le jeu pour montrer, mais en haut de chaque quartier, on va mettre des tuiles comme ça, recto verso. Ou alors là, c'est écrit en anglais parce qu'on les a présentées à Nuremberg, mais... Et puis, je vois, c'est écrit c'est même écrit en langue des signes de l'autre côté. Tu mettras en début de partie ces plaquettes au hasard au-dessus de chaque quartier et quand tu accompliras, on dit résolveras ou on dit quand tu t'en occupes,
quand tu t'en occupes, que tu payes et que tu les vires, et bah du coup tu pourras profiter du pouvoir qui est au-dessus. Ça viendra avec des nouveaux nobles, des nouveaux artisans, une nouvelle ressource qui sont les jetons épées, donc les offrandes épées, et qui serviront de joker pour les ressources. Voilà, quand tu voudras t'occuper des conflits. Tout est centré autour du conflit, et tu vas le retrouver un peu partout. Tous les quartiers en fait se verront avec des éléments intégrés par rapport à conflit. Et puis on va parler de ce qu'on a juste là devant nous. On a The Loop. Et alors là, il y a de la grosse boîte aussi. Hein. Vous faites, c'est bien là, vous êtes lancé dans du bon gros jeu de folie. Alors dites-moi un peu plus, parce que je vois déjà des graphismes un peu 60s sympas, des personnages avec des noms suédo, danois, slovaques. Et... On est chez musique. Mais ça marche mieux à la fin du off vers 4h du matin, on arrive mieux à le prononcer à ce moment-là. C'est un jeu coopératif de Théo Rivière et Maxime Rambourg, et illustré par Simon Caruso. Le thème, c'est les voyages temporels. On va essayer de pourchasser un savant fou, le docteur fou, qui porte bien son nom, dans le temps, qui va se voyager à différentes époques avec son incroyable machine ici qui s'est créée pour relier toutes les époques entre elles. Et nous, on va être des agents tout aussi incroyables qui allons voyager dans le temps pour l'empêcher de détruire l'espace-temps. Il va créer des failles spatio-temporelles qu'on va matérialiser via ces cubes et qui vont être jetés dans sa machine pour aller pourrir entre guillemets les époques. Quand une époque va être pleine de failles, ça va créer un vortex et ça c'est ce qui nous pose des problèmes en tant que joueur. Le jeu est un card driven en fait. Qui va reprendre une base d'ADN de deck building sur la façon dont on va jouer, mais qui va être un peu différent dans les sensations. Il va reposer sur l'utilisation de 3 cartes à son tour devant soi, et donc on va utiliser des cartes principalement pour faire des actions, pour retirer des failles, pour déplacer des clones du Docteur Fou qui vont venir qu'il a été capable de créer et qui vont venir l'aider lui à jeter plus de failles dans sa machine. Et donc on va essayer de détruire ces clones en les renvoyant à leur époque d'origine pour créer un incroyable paradoxe temporel. Une des idées au cœur du jeu, c'est qu'on va pouvoir faire des boucles temporelles, c'est-à-dire louper des actions. Dans un anglicisme incroyable. Incroyable, ce sera vraiment le mot d'ordre de cette présentation. Je t'avoue que plus tu me l'expliques et plus je suis en train de me dire qu'après je dois aller bosser et ça j'aimerais bien rester faire une partie. C'est un coop qui a cette particularité-là de quand même laisser une part assez importante à la décision personnelle dans le tour parce qu'on a quand même un petit puzzle avec ces cartes à faire, comment je vais utiliser au mieux l'énergie pour faire des loops, pour utiliser au mieux ma main de ce tour. Et c'est quelque chose dans lequel les autres joueurs ont tendance à ne pas rentrer dans le micro-détail. On va discuter ensemble de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qui est le plus urgent. Chacun fait son aventure à partir de la grande mission principale, c'est ça. Voilà. Qui est quelque part un intérêt aussi par rapport à Simon qui pose visiblement des problèmes sur le salon par rapport aux questions de joueurs alpha qui sont toujours récurrentes quand on traite un coop. Un univers un petit peu décalé qui écoute entre la mécanique et l'univers, ça donne drôlement faim. C'était un peu le crash test et on est quand même très content parce qu'on a vraiment des super bons retours. Et il devrait arriver dans un des 6 mois à peu près. Selon mon nom, il devrait arriver aux alentours des scènes. On ne sait pas exactement quand, ce sera un peu en même temps que un peu autour de l'extension de Pharaon. En gros, c'est pour la fin d'année, quoi. C'est pour ça qu'on le présente. On le présentera aussi à PEL. On le présentera également à Essen. Et là, ce sera autour de la sortie vraiment, quoi. On peut se promener dans les couloirs de Cannes et tomber sur le grand stand de Geek Attitude Game. Les réservations arrivent, c'est normal. Il va bientôt être l'heure de manger, donc tout le monde va se mettre à table. Kitchen Rush, là, c'est votre grosse
votre grosse news non du salon, parce que je vois, enfin news, c'est pas une news, il revient et puis il y a des nouvelles extensions qui arrivent avec, il y a toute une actu autour de Kitchen Rush. Toute une actu autour de Kitchen Rush, il y a les gâteaux, les glaces qui arrivent, le piece of cake, donc qui était très attendu, et le reprint déjà vu qu'on en avait plus nulle part. Et en même temps, on présente le prochain Artipia qui est sur les mêmes auteurs, qui est là dans la clinique. Parce que finalement, après avoir trop mangé, on va à la clinique. Voilà, il faut se soigner. Il y a d'autres choses qui arrivent et qui sont jouables sur le stand. Donc je vois que juste derrière nous, on a la prochaine extension de Not Alone qui là approche. Très attendu. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, et donc il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Et c'est une extension qui apporte énormément de choses. Donc la première extension, c'était surtout du renouveau, c'était d'autres effets. Là, on va rajouter vraiment une grosse couche dessus, où on a des avatars, où on a une deuxième façon de gagner pour les traquer. On a des survivants qui vont donner plein de petits effets. Et de l'autre côté, la créature a appris à se servir de l'ADN humain pour se muter. Et voilà, on va aussi avoir des combos pas très sympathiques pour les humains. Mais oui, je suis une vraie personne. Voilà. Et c'est pareil, pour l'instant, c'est juste vous le montrer sur Cannes. C'est-à-dire que sur Cannes, on peut y jouer, mais on peut pas encore partir avec. Non, pas du tout. Il est vraiment en phase finale. Donc là, c'est les derniers petits réglages. Il est quasi illustré. Il y a encore quelques petits changements qui vont arriver, mais c'est marginal. Après, ça sera la traduction pour les partenaires et en prod. Donc on l'attend, je dirais, entre Paris Ludique et Essen. On vous souhaite de bien tenir, de tenir cette dernière journée de Cannes. Hein. Voilà, on sent que pour tout le monde, ça tire un peu, mais ça va aller. Un peu. On a tous un peu les yeux qui se ferment, mais allez, c'est la dernière. Et puis quant à moi, je vais vous retrouver sur complètement autre chose, mais surtout, comme j'étais chez Gag, un gag, ça termine toujours par une chute. Cannes.